Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hier mercredi, je vous propose aujourd'hui de remonter aux sources du cynisme, le cynisme antique, celui de Diogène qui mettait le chien au-dessus de l'homme, en compagnie de Suzanne Husson, maître de conférence à l'université de Paris-Sorbonne et membre du centre Léon Robin. Bonjour Suzanne Husson. Bonjour. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Vous avez certainement entendu parler d'un nommé Diogène. Diogène le cynique était un philosophe grec qui vécut vers 450 avant Jésus-Christ. Ça ne nous rajeunit pas. Diogène était ce qu'on appelle un drôle de type. En toute saison, il marchait pieds nus, n'avait qu'un manteau pour vêtements et logeait dans un tonneau. Il se souciait peu du confort moderne, mais il avait résolu la question des loyers et avait ainsi d'excellents rapports avec son propriétaire et ses concierges. L'histoire nous dit qu'il bannissait de son existence tout ce qui était inutile. C'est ainsi qu'ayant aperçu un enfant buvant à une fontaine dans le creux de sa main, il s'écria en grec « Cet enfant m'apprend que je conserve encore du superflu » et il brisa l'écuelle dans laquelle il avait l'habitude de boire. Il nourrissait un si profond dédain pour l'humanité qu'on le rencontra dans les rues d'Athènes, en plein midi, une lanterne à la main, et qu'il répondit à ceux qu'il questionnait, en grec toujours, « Je cherche un homme ». Avec sa lanterne, il était bien mal outillé, le pauvre, et comme de bien entendu, il n'a pas trouvé l'homme qu'il cherchait. Rien d'étonnant à cela, car la lanterne, c'est bien pour mieux chercher un homme, mais c'est insuffisant, l'expérience en fait foi, et Diogène eut mieux fait de se munir en somme de lunettes de chez le roi. Et oui, à la fin des années 30, même dans les publicités pour vendre des lunettes, on entendait ce genre de référence, Suzanne Husson, à Diogène, qui d'ailleurs référence qui est assez précise, ce qu'il raconte Oui. est tout à fait juste, avec peut-être à cette distinction près que l'homme que Diogène cherche, eh bien, ce n'est pas en mettant des lunettes qu'il l'aurait trouvé, mais d'ailleurs, quel est cet homme que Diogène cherche, Suzanne Husson ? Eh bien, l'homme qu'il cherche, c'est un homme qui lui serait semblable, qui serait arrivé à une liberté, à une vertu identique à la sienne. Ce qu'il cherche, c'est en fait l'amitié. Une amitié fondée uniquement sur la vertu, sur une forme de jouissance à deux, du bonheur que la vie naturelle peut conférer. Et lorsqu'il se trouve donc face à ses contemporains à Athènes, il estime que cet homme qu'il cherche, il ne l'a pas trouvé. Et donc il réagit de façon assez brutale, puisque le récit dit que muni de son bâton, il a frappé ses contemporains et les a traités d'ordures, de déchets. Vous dites le récit raconte que, et en effet, précisons tout de suite que nous n'avons pas de texte de Diogène lui-même, que nous ne savons de lui que ce que des philosophes ultérieurs ont bien voulu relater. Oui, bien évidemment, bien malheureusement, nous avons quelques petits extraits d'œuvres, mais nous n'avons aucun texte suivi. Nous avons le seul texte suivi de cynique que nous ayons est un cynique tardif qui date du IIe siècle après Jésus-Christ. Mais donc de Diogène lui-même, nous n'avons rien. Certains ont même mis en doute le fait qu'il est écrit, et ceci dès l'Antiquité, mais les recherches historiques montrent que l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'il est effectivement écrit. Et donc tout ce que nous savons de lui, c'est à partir de récits qui ont été transmis jusqu'à nos jours et qui continuent à se transmettre. Et cette publicité est vraiment le témoignage du fait que Diogène, certes, cela a été un personnage historique, le cynisme a été une réalité effective dans l'Antiquité jusqu'à la fin de l'Antiquité, mais c'est aussi un récit qui peut se perpétuer, une légende qui peut se perpétuer jusqu'à nos jours, qui peut être réinvestie dans beaucoup d'autres contextes. Il y a une grande différence cependant entre le cynisme antique ou les cynismes antiques, puisque vous l'avez dit, c'est sans être une école, c'est un mouvement qui continue après Jésus-Christ, et le cynisme moderne ou contemporain dont nous parlions au cours des émissions précédentes chez les écrivains du 19 et du 20e siècle. Comment caractériser alors ce cynisme antique dont Diogène serait le représentant ? Eh bien,
Je partirais plutôt des ressemblances, car si le même terme s'est transmis, c'est à partir de ressemblances, c'est-à-dire aussi bien les cynismes modernes que le cynisme antique part du constat d'une décadence des valeurs, ou plutôt d'une négation de la validité des valeurs en cours, de la validité des valeurs communes. Mais les cynismes modernes, peut-être certains en proposent-ils, mais en tout cas en général s'en tiennent à cette désillusion. Il y a, me semble-t-il, une tonalité générale de tristesse, alors que la dénonciation des valeurs communes dans le cynisme antique débouche sur la perspective d'une sagesse, d'un bonheur libéré de ces valeurs illusoires. Donc c'est la proposition d'une morale, la proposition d'une réponse à la question qui était une des questions principales de la philosophie dans l'Antiquité: quel genre de vie dois-je mener ? Avec cette exigence qui caractérise Diogène et le cynisme, qui est le bonheur de soi, le bonheur individuel. C'est-à-dire qu'on est bien loin d'une conception du cynisme qui serait non seulement nihiliste, là ça on l'a vu au cours des émissions précédentes, généralement les cynistes au contraire croient en des idéaux et ils souffrent de ne pas pouvoir les réaliser. Mais ici nous avons un but, il y a vraiment une sorte de combat à mener de la part de Diogène, et ce qui explique son attitude, puisque son cynisme passe aussi par une pratique, une forme d'invective qu'il adresse aux gens qui l'entourent, mais qui n'est commandée que par un seul but, le bonheur. Oui, alors c'est le bonheur, mais le bonheur pas à n'importe quelle condition. C'est le bonheur qui est obtenu à partir de la liberté, de l'autarcie, du désengagement à l'égard de tous les liens qui peuvent être aliénants. Alors c'est certes le bonheur de l'individu, c'est-à-dire que pour les cyniques, la solution à la question morale ne passe pas par une organisation politique complexe. Ils refusent le problème politique tel qu'il se pose, mais ils passent tout d'abord par une réforme intérieure, expérimentale, expérientielle de l'individu. Donc, en ce sens, on peut dire qu'il s'agit du bonheur de l'individu. Mais, si j'ose dire, ce n'est pas un individu individualiste. Car pour les cyniques, la nature est telle que le bonheur est possible pour chacun, sans qu'il y ait à entrer dans une compétition pour les ressources, pour les richesses, pour les honneurs. Donc, le bonheur que l'individu va réaliser en restreignant ses désirs à ce qui est nécessaire, ce que la nature permet, est un bonheur qui ne va pas priver les autres. Et donc, c'est une démonstration, au contraire, une démonstration en quelque sorte généreuse de ce bonheur auquel chacun peut aspirer et auquel chacun peut espérer arriver un jour. Pour être heureux, il suffit de suivre la loi de sa propre nature, en d'autres termes. Non, je pense que c'est plus complexe. Car suivre la pente de sa propre nature conduit plutôt à partager les illusions de la foule. Car il y a un texte, évidemment, donc c'est un texte de Dion Chrysostome qui met Diogène en scène. Alors, bien évidemment, nous ne pouvons pas savoir dans quelle mesure il reprend une argumentation qu'on pouvait trouver chez Diogène, mais en tout cas, il y a une sorte d'analyse de l'histoire de l'humanité, et donc l'histoire de l'humanité qui, peu à peu, va inventer les techniques, les arts prométhéens, et donc ainsi poursuivre des illusions qui vont donc la détourner du bonheur. Et donc, ceci montre que si on se laisse aller au penchant spontané de sa propre nature, on va tomber dans les mêmes illusions. Et donc, pour parvenir au bonheur, il faut en passer par l'ascèse,
par l'épreuve. Donc, le terme grec était celui de ponos. Donc, c'est l'épreuve, la souffrance, le travail. Et c'est cette épreuve qui va nous permettre de nous libérer et donc de trouver une nature, de trouver notre nature. Diogène était dangereusement méprisant pour les autres. Il qualifiait l'école d'Euclide de bilieuse, l'enseignement de Platon de perte de temps, les festivals de Dionysos d'énormes attrape-nigauds et les démagogues de valets de masse. Il disait encore que lorsqu'il voyait à leurs occupations des pilotes, des médecins ou des philosophes, il jugeait que l'homme est le plus intelligent des animaux. Quand, par ailleurs, il s'arrêtait aux interprètes de songes, aux devins et à tous leurs assistants, ou à tous les gens gonflés de gloire et de richesse, il ne trouvait rien de plus idiot qu'un homme. Les bêtes elles-mêmes, disait-il, ont parfaitement compris cela. Les cigognes, par exemple, laissent derrière elles la chaleur torride de l'été pour s'envoler vers un climat plus tempéré. Elles y demeurent aussi longtemps qu'il leur est agréable, puis elles repartent en vol, cédant la place à l'hiver. Tandis que les grues, qui supportent aisément l'hiver, viennent au temps des semailles pour y trouver leur nourriture. Les chevreuils et les lièvres, eux, descendent des montagnes dans les plaines et les vallées dès qu'arrive le froid. Ils se blottissent dans des antres confortables, à l'abri du vent, mais aussitôt que survient la canicule, ils se retirent dans les bois et les régions les plus au nord. Or Diogène voyait, au contraire, les autres hommes se faire du souci durant toute leur vie, comploter sans cesse les uns contre les autres, se jeter sans répit en 1000 maux, incapables de jamais goûter un peu de repos, même pas en période de festival ou quand on proclame une trêve. Ils se rendaient compte que les hommes agissaient ainsi et enduraient de telles souffrances sans aucun autre motif que d'assurer leur survie. En fait, ils craignent au plus haut point de perdre ce qu'ils appellent leurs biens essentiels et ils se creusent la tête à chercher les moyens de léguer à leurs enfants des fortunes énormes. Tout bien considéré, Diogène s'étonnait alors d'être le seul à ne pas agir ainsi, le seul homme vraiment libre parmi tous les autres, et il était surpris que personne d'autre n'ait encore compris son bonheur souverain. Alors évidemment, cynisme vient de Cunès, qui signifie chien en grec, Suzanne Husson, et dans le texte que je viens de lire, qui était de Dion Chrysostome, dont vous avez parlé juste avant, on y entend cette forme d'inversion des valeurs, même si ce ne sont pas vraiment des valeurs, mais à laquelle procède Diogène, où il a l'air de se servir de l'animal comme un modèle. Alors comment comprendre ici cette prise en compte de l'animal? Là, il s'oppose en tout point à ce qu'avaient dit avant lui, notamment Platon et Socrate, où l'homme justement était, ou même Aristote, est un animal rationnel. Ici, il semble qu'il faille suivre l'animal comme un modèle pour parvenir au bonheur. Comment comprendre cela? Eh bien, s'il faut suivre l'animal, c'est parce que l'animal n'est pas victime des illusions dont les êtres humains sont victimes, parce que il suit spontanément la nature, et c'est en ce sens qu'il faut s'inspirer de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'imiter en tout point. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de s'abêtir, d'imiter l'animal, de marcher à quatre pattes ou que sais-je, mais il s'agit de trouver dans l'animal ce en quoi il coïncide immédiatement avec la nature. Alors, à propos du chien, pourquoi le chien? Tout d'abord, parce que c'est une insulte
certainement, qui donc a été lancé à Diogène lui-même. Donc une anecdote dit qu'un jour on l'appelait chien alors qu'il était en train de manger en public, qu'il a répondu à ses spectateurs « C'est vous les chiens puisque c'est vous qui me regardez pendant que je mange ». Donc on a bien l'impression que cette insulte a été ensuite assumée par Diogène, mais si elle a été assumée, elle a été évidemment transformée. Et il y a aussi peut-être derrière cette figure du chien, à l'arrière-fond, un passage très énigmatique de Platon, justement, où Platon prête au chien le naturel philosophe. Donc c'est dans la République, quand il s'agit de savoir quels individus il va falloir sélectionner pour en faire des militaires, pour en faire des gardiens. Et là vient le chien, parce que le chien est cet animal qui sait reconnaître les ennemis et donc qui est capable d'être doux à l'égard des amis et violent à l'égard des ennemis. Donc, il possède la faculté de connaissance. On peut entendre aussi dans la référence au chien celle de l'aboiement, c'est-à-dire que le cynique, tel Diogène, qui va interpeller les gens qui passent, être agressif. On le connaît aussi pour cette phrase qu'il aurait prononcée face à Alexandre, l'empereur, en disant « ôte-toi de mon soleil », puisqu'Alexandre était en train de lui parler, et il était précisément entre lui-même et le soleil, il lui aurait dit « ôte-toi de mon soleil ». Donc il y a aussi, c'est à ça que les cyniques sont associés, y compris aujourd'hui, cette forme de ton railleur, voire agressif, qui serait l'expression de la revendication d'une prise de distance par rapport à la société. Oui. Donc, le cynique aboie, c'est-à-dire qu'il dénonce directement les défauts. Il refuse l'euphémisme, il refuse l'échappatoire, et sa parole est une forme d'épreuve, une forme de ponos, d'exercice à l'égard d'autrui. Et donc, dans la gestion de la parole, en quelque sorte, c'est ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, soit autrui accepte et comprend effectivement ce que Diogène veut dire et se réforme, soit au contraire, il le fuit, il retourne l'insulte, mais on refuse, c'est une parole qui refuse les détours. Donc Diogène lui-même dit qu'il mord, qu'il aboie, qu'il mord, donc dans une formule « je mords mes amis, mais c'est pour les sauver ». Mais c'est une phrase qu'on pourrait transformer légèrement et appliquer à Socrate. L'ironie socratique, la façon dont Socrate, sur l'agora également, allait à la rencontre des personnes et essayait de les prendre à défaut, de leur faire se poser des questions qu'ils ne voulaient pas se poser. Finalement, hormis le ton et encore, quelle différence entre l'ironie socratique et l'aboiement de Diogène ? L'ironie socratique... c'est une façon de ménager l'autre pour qu'il continue à se poser la question, pour qu'il continue le dialogue, pour qu'il continue à accepter d'être réfuté par Socrate. Et donc, dans les dialogues socratiques, dès que l'interlocuteur, après avoir été réfuté, commence à être agressif, Socrate commence à faire allégeance en disant « mais c'est toi qui sais, moi je ne sais rien ». Et donc, alors que bien évidemment, le lecteur voit bien que Socrate est le plus sage des deux, et donc l'ironie est faite pour ménager autrui et surtout pour permettre la poursuite du dialogue, alors que l'enseignement cynique ne passe pas par le dialogue, il passe par la harangue, il passe par la provocation, voire parfois par l'épreuve physique, mais pas par les circonlocutions du dialogue. Diogène s'étonnait de ce que les esclaves, témoins de la gloutonnerie de leur maître, ne faisaient pas main basse sur quelques bons morceaux. Il admirait les gens qui, sur le point de se marier, ne se mariaient pas. Ceux qui, prêts à partir en voyage, ne partaient pas. Les gens qui s'apprêtaient à se lancer en politique et ne s'y lançaient pas.
ceux qui avaient en vue d'élever des enfants et n'en faisaient rien, et ceux enfin qui se disposaient à vivre dans la compagnie des puissants et ne s'en approchaient point. Il faut, disait-il, tendre la main à nos amis sans fermer les doigts. Ménippe raconte comment, réduit en captivité et mis à vendre, Diogène se vit demander ce qu'il savait faire. « Diriger les hommes », répondit-il. Et il ajouta, en parlant aux crieurs, « Annonce donc, quelqu'un veut-il se procurer un maître ?» On lui défendait alors de s'asseoir. « Aucune différence, dit-il. Les poissons trouvent bien des acheteurs, quelle que soit la façon dont on les couche. » Il trouvait étrange qu'avant d'acheter une jolie jarre ou un plat, on prend soin de le faire raisonner. Mais quand il s'agit d'un homme, on se contente d'un coup d'œil. Il dit à Xéniade, qui venait de l'acheter, « Tu devras m'obéir, même si je suis ton esclave, car même esclave, un médecin ou un pilote doivent se faire obéir. » Avec le cynisme, nous avons une forme de courage de la vérité, distincte de la bravoure politique et distincte de l'ironie socratique. Le courage cynique de la vérité consiste en ceci que l'on arrive à faire condamner, rejeter, mépriser, insulter par les gens la manifestation même de ce qu'ils admettent ou prétendent admettre au niveau des principes. Il s'agit d'affronter leur colère en leur donnant l'image de ce que tout à la fois ils admettent et valorisent en pensée et rejettent et méprisent dans leur vie même. C'est cela le scandale cynique. Dans le cas de ce scandale, on risque sa vie, non pas simplement en disant la vérité pour la dire, mais par la manière même dont on vit. Dans tous les sens du mot, on expose sa vie, c'est-à-dire qu'on la montre et on la risque. On expose sa vie non pas par ses discours, mais par la vie elle-même, et ce scandale cynique qui joue toujours dans le cadre du grand thème, avoir le courage de la vérité, joue également d'une manière différente du courage politique et de l'ironie socratique. Sur la colline, un vieillard cherchait de l'or ou du pain. Une lanterne à la main. De l'or tu sais, du pain tu vois, il n'y avait rien de tout ça. Je cherche un homme, je cherche un homme. Je suis celui que tu nommes. Lui dit une voix sortie des profondeurs d'un képi. Si tu ne le dis pas, je cogne. On est nombreux pour la besogne. Tu cherches un homme, je suis un homme. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le 4e et dernier temps de notre série d'émissions consacrée au cynisme. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir Suzanne Husson, qui est professeure à l'Université Paris-Sorbonne, membre du Centre Léon Robin et auteur notamment d'un ouvrage intitulé La République de Diogène, une cité en quête de la nature, publié aux éditions Vrin. Une lanterne à la main. Cherchais de l'or, cherchais du pain, cherchais encore au petit matin. Je cherche un homme, je cherche un homme. Je suis celui que tu nommes. Lui dit une voix venue d'un mec au coin de la rue. Surtout ne fais pas l'imbécile, ce soir on est tous sensibles. Tu cherches un homme, on est des hommes. Alors comme l'indique le titre de votre livre, Suzanne Husson, Diogène serait l'auteur d'une république, donc non sans référence sans doute à la République de Platon, mais cela permet d'indiquer la dimension politique de son œuvre qu'on avait pu saisir en filigrane à partir de ce que vous avez dit depuis le début de cette émission. Mais cette dimension politique prend une forme particulière. On l'entendait dans le texte aussi qui a été lu juste avant par Georges Claes, un texte de Diogène Laërce, où était mise en scène ce Diogène avec des esclaves qui disaient « mais moi je suis fait pour commander les gens ». Il y a cette politique
interindividuelle, on va dire, entre lui et les autres, et puis une pensée politique plus générale. En bon grec qu'il est, grec antique qu'il est, sa réflexion s'inscrit dans le cadre d'une forme de cité qu'on peut appeler république. Oui, tout à fait. Alors effectivement, Diogène a écrit une république. Nous disposons de peu de témoignages essentiellement polémiques, donc il faut faire un certain effort pour la reconstituer. Mais pour autant qu'on puisse le faire, il s'avère que c'est une république qui cherche à montrer qu'une vie en commun selon les principes du cynisme est possible. C'est-à-dire que le cynique démontre la validité de sa philosophie, tout d'abord par son existence même, par sa vie même, qui montre qu'il est possible de vivre comme il l'a choisi et d'être heureux. Mais nous sommes chez les Grecs, effectivement, et cela ne suffit pas. Il faut pouvoir montrer que cet idéal de vie ou ce modèle de vie peut, au moins virtuellement, être étendu à une communauté. Et donc, c'est ce que Diogène a cherché à faire dans sa République. Il a décrit ce que serait une communauté si tous y vivaient selon les principes du cynisme. Comme chacun peut, certainement à partir d'un certain âge, satisfaire facilement à ses besoins, ou comme les besoins de l'humanité sont réduits, il n'est pas besoin d'une société complexe avec des rapports de pouvoir. Donc, cela conduit à une forme de société plus ou moins anarchiste et qui remet en cause les valeurs communes en vigueur dans la société et de façon assez radicale. Donc, c'est une communauté de vie qui reprend certains aspects de ce qu'était la communauté de vie des gardiens, de la classe des gardiens chez Platon, mais et évidemment, là, nous ne sommes plus dans une cité avec des couches sociales hiérarchiques. Oui, il rejette les principes habituels de l'organisation d'une cité. Il refuse les distinctions sociales, sexuelles, souvent liées à la loi également. Mais en même temps, il est difficile de voir dans quel sens ce qu'il propose serait viable. C'est-à-dire que si tout le monde se comporte comme lui, y compris dans le texte qu'on a entendu, lui-même dit non, moi je suis fait pour diriger des gens, je ne veux jamais être un esclave, je veux que tout le monde m'obéisse. Il est difficile de voir une cité qui puisse tenir debout. De même, ce qu'il prône avec cette absence de tabous et de restrictions, que ce soit dans le domaine sexuel, dans le domaine des mœurs, il n'y a plus aucune limite. Donc, est-ce qu'il table sur un bon sens universel pour que chacun se respecte? Ça paraît opposé à ce qu'il prône par ailleurs. Alors, là, toute la question est de savoir quel sens donner à cet écrit. Est-ce une utopie ou... Voilà, est-ce une utopie qu'il se proposait d'établir quelque part? Je ne pense pas, parce que le cynique, lorsqu'il cherche un homme, se rend compte qu'il n'en rencontre pas, ou très peu. Donc les cyniques faisaient école, trouvaient quelques disciples, mais jamais assez pour former une cité. Et en tout cas, je ne pense pas qu'ils puissent espérer un jour réellement fonder une telle cité. Donc c'est surtout, me semble-t-il, une entreprise heuristique, savoir ce que serait une cité conforme aux règles de la nature, même si celle-ci n'est pas appelée à exister un jour. Donc ça a une valeur de provocation. Comme disait Diogène, donc je suis comme les chefs de chœur, je donne la note un peu plus haut. Et donc, effectivement, dans ce qui est prôné dans la République, c'est-à-dire l'amour libre total, quel que soit l'âge, le sexe, les liens de parenté, sur ce genre de choses, de fait, il est vrai que le cynique lui-même ne l'a jamais appliqué.
Donc, oui, il y a une part de provocation, une part de parodie à l'égard d'autres républiques plus sages, donc comme celle de Platon. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui, en plein jour, allumait une lanterne et se mettait à courir sur la place publique en criant sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Comme il se trouvait là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua une grande hilarité. « A-t-il donc été perdu ?» disait l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ?» demandait l'autre. « Ou bien s'est-il caché ? A-t-il peur de nous ? S'est-il embarqué ? A-t-il immigré ?» Ainsi criait et riait-il pêle-mêle. Le fou sauta au milieu d'eux et les transperça de son regard. « Où est allé Dieu ?» s'écria-t-il. « Je veux vous le dire, nous l'avons tué, vous et moi, nous tous, nous sommes ses assassins. » Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu vider la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon? Qu'avons-nous fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil? Où la conduisent maintenant ces mouvements? Où la conduisent nos mouvements? Loin de tous les soleils. Ne tombons-nous pas sans cesse? Certains d'entre vous auront reconnu le paragraphe 125 du Gai Savoir de Nietzsche, qui donc, nous le comprenons à présent, Suzanne Husson, en tout cas à ce moment-là de l'émission, est une référence directe à Diogène qui, une lanterne à la main, allait sur l'espace public en disant « Je cherche un homme, je cherche un homme ». Alors, que penser de cette récupération au sens noble du terme nietzschéenne de la figure de Diogène, qui cette fois-ci est cet homme qui va chercher un dieu? Est-ce fidèle à ce que Diogène, au geste cynique de Diogène, ou est-ce une simple référence qui tournerait le dos à l'authenticité du geste même de Diogène? Je ne sais pas si nous avons le droit de dire il y a un cynisme authentique, labellisé, et une utilisation inauthentique du cynisme. Le cynisme se voulait une sorte de philosophie publique, réappropriable par tous. Je ne pense pas qu'on puisse instaurer un cynisme historique qu'il est d'ailleurs difficile de reconstruire en norme pour juger des réappropriations ultérieures du personnage de Diogène. Mais il est vrai que ici Nietzsche s'identifie clairement à Diogène. Ici, donc le temps a passé et le geste est beaucoup plus désespéré parce que ici Nietzsche donc cherche Dieu et cherche l'humanité qui allait avec ce Dieu qui est mort, et c'est une humanité et un Dieu qui ont disparu, alors que l'homme que Diogène recherchait, c'est un homme dont il espère qu'il est toujours là, et en tout cas il pense que lui est cet homme-là déjà. Et le texte de Nietzsche permet de pointer alors à la fois l'évolution du terme de cynique à travers les époques, puisque d'ailleurs Nietzsche fait référence à plusieurs reprises au cynisme dans d'autres textes, notamment par de là le bien et le mal, au paragraphe 26, où il montre qu'il est nécessaire pour le philosophe de se confronter au cynique parce que celui-ci lui permet de voir un certain aspect de la société, mais il donne aussi à penser la valeur, disons, atemporelle quand même du cynique, puisqu'il y a à la fois ce glissement de sens, mais aussi une utilité qui est proprement théorique. Ici, Nietzsche peut-être se sert du cynisme de Diogène, mais il le met au service de sa propre pensée, de sa propre philosophie. Et en cela, il est sans doute fidèle à ce que voulait être Diogène, qui était peut-être philosophe, mais qui surtout voulait que les choses évoluent. C'est-à-dire que c'est pas dénigrer Diogène que de le réinterpréter dans une époque qui n'est pas du tout la sienne. Bien évidemment, j'introduirai une petite nuance parce que dès l'Antiquité, on a réinterprété le personnage de Diogène. Comme notre époque, l'Antiquité a retenu de Diogène un certain mode de vie qui peut être résumé pratiquement dans une image,
Diogène, sa besace, son manteau, son tonneau, son bâton, etc. Non, c'est tout, en fait, c'est tout, justement, qui est donc peut-être résumé en une image, en quelques anecdotes. Et donc, ce mode de vie, ensuite, d'autres philosophes, d'autres écoles s'en sont réclamées, comme, par exemple, le stoïcisme, ou comme certains platoniciens, comme l'empereur Julien. Et mais ils ont réinterprété cette rupture à l'égard de la société, mais à partir de leur propre critique des valeurs qui n'était pas la critique diogénienne. Et il y avait finalement une forme, en tout cas à la fin de l'Antiquité, une forme de lutte entre les cyniques restés fidèles à Diogène, et donc qui étaient encore porteurs de ce message provocateur, par exemple provocateur à l'égard de la religion, des pratiques religieuses, et le cynique idéal auquel croyait par exemple donc l'empereur Julien, et au nom de ce Diogène idéal, il dénonçait les cyniques de son temps. Donc évidemment, tant que des cyniques existaient, qui pratiquaient le mode de vie de Diogène, il serait un petit peu injuste de dire que n'importe qui peut se réclamer de Diogène, parce que se réclamer de Diogène, c'est accepter un certain nombre, à la fois de conditions de vie, mais aussi de valeurs difficiles à assumer. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, je ne vois pas où pourrait être la norme. Et puis il faut rappeler l'écart quand même entre la conception antique du cynisme et la conception plus moderne, y compris celle que Nietzsche véhicule. Le cynisme aujourd'hui, ou le cynisme plus contemporain, ne vise pas tellement le bonheur de l'individu, alors que c'est ce que faisait le cynisme antique, ça vous avez bien insisté. D'ailleurs, en allemand, on a deux termes. Hein. Il y a le Kunismus d'un côté et le Tsunismus de l'autre. En français, on a un seul terme, mais il est important d'avoir cette distinction en tête, parce que c'est deux attitudes cyniques complètement opposées. Enfin, opposées peut-être pas, mais différentes en tout cas. Oui, effectivement. L'Antiquité a retenu du cynisme la sagesse paradoxale, le mode de vie qui permet d'atteindre le bonheur. Et la modernité a retenu de ce personnage de Diogène essentiellement son attitude critique. Non pas le fait peut-être qu'il cherche un homme, mais qu'il frappe ses contemporains de son bâton. Mais donc, ce qu'on a retenu, c'est l'attitude critique et non pas ce sur quoi cette attitude débouchait dans l'Antiquité. Et donc, on peut réinvestir ainsi le personnage de Diogène à partir de toutes les formes de critique qui peuvent se présenter. Il a été réinvesti à la Révolution française, avant à la Renaissance, donc chez Nietzsche, et certainement encore pour longtemps. On m'a bien enrhumé maintenant. Ah, j'ai faim. On va vous donner un bon potage bien chaud avec 2 œufs pochés, hein? J'aime pas le potage. Bien, bien, bien. Les œufs, ça me fait mal à l'estomac. Bon, mais qu'est-ce qui vous plairait? Des sardines à l'huile avec une tartine de pain. On va vous en donner. Ah, vous, mes bretelles. Ah, mais je vais vous en donner une paire à moi parce que les vôtres sont un peu usées. Non, non, je veux les miennes. Bon, mais elles sont mouillées. Mais je les veux comme elles sont. Oh, vous fâchez pas. Elles sont à moi, mes bretelles. Tenez, vous fâchez pas. Voilà vos bretelles. Voilà une chemise de nuit. Ah bon, merci. Ben, croquez. Oh. Ah, qu'est-ce que vous faites? On ne vous attendez pas. Va donc chercher une de mes cravates. Non. Vous voulez pas de cravate? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une main étoffe qu'on se met autour du cou. Pourquoi faire? Autour du cou? Bah, ça ne répond à aucune nécessité absolue, si vous n'en voulez pas, vous savez. Non, je veux pas le cravate. Bon. Dis donc, va donc chercher une paire de chaussons à moi. Là. Puis en attendant, vous allez mettre les miens. Et tenez, passez cette redingote, là. On veut un déguisement. On ne sera jamais allé dans la rue avec. Pourquoi? Les gosses vont me crier à la chienlit. Bah non. Tenez, tirez un peu votre pantalon.
Ben, il ne va pas. Eh ben, demain, je vous paierai un magnifique complet, hein. Un de ma taille. Ah, vous choisirez vous-même. Un carreau noir et blanc. Si vous voulez. Et c'est vous qui le ferez. Mais oui. Alors, je veux bien. Voilà, parmi les nombreuses figures plus contemporaines du Diogène, on a peut-être celle de Boudu, Sauvé des eaux, qui est le film de Jean Renoir qui date de 1932, où on a ce Boudu qui, au début des films, tente de mettre fin à ses jours, enfin tombe dans la Seine de manière volontaire, qui est récupérée par ce couple bourgeois, les Stingois, et là dans la scène qu'on vient d'entendre, hein, qui essaie d'offrir à ce qui est un clochard qu'ils ont recueilli, des vêtements, à manger. Lui n'est jamais content. D'ailleurs, il veut pas de cravate, ce qui rappelait l'espèce d'ascèse de Diogène qui vivait avec un seul manteau, qui avait une doublure. Comme ça, il pouvait à la fois faire office de vêtements et de couverture. Et cette provocation qui suscite le rire et en même temps le malaise. Et ce qui me fait penser à une anecdote que nous n'avons pas racontée, Suzanne Husson, qui est pourtant déterminante pour comprendre le cynisme en acte de Diogène, c'est que celui-ci aurait, selon les textes qui sont disponibles aujourd'hui, falsifié de la monnaie. Il aurait, pour essayer de montrer la vanité des lois, des coutumes en vigueur dans la cité dans laquelle il vivait, il aurait créé sa propre monnaie en y accolant sa signature et en décrétant que cette monnaie avait autant de valeur que la monnaie officielle. Alors, ce n'est pas exactement ça. Alors, dites-moi. Voilà. Donc, c'est l'histoire de la conversion de Diogène au cynisme. Donc, Diogène n'est pas né cynique, il est devenu au moment où il s'est exilé à Athènes. Et c'est une fois à Athènes, démuni de tout, qu'il a appris à vivre en fonction de cette circonstance et donc de trouver le bonheur. Et donc nous avons des récits qui expliquent pourquoi donc il a quitté Sinope. Et on dit donc que son père était banquier, Ichésias, et qu'il a été accusé d'avoir falsifié la monnaie. Et que c'est à la suite de cette accusation, à laquelle était plus ou moins mêlé également son fils, donc Diogène se serait exilé. Alors c'est une histoire assez embrouillée parce que les numismates ont retrouvé des monnaies de Sinope, des monnaies qui avaient été entaillées. Et en fait, c'est un procédé pour signaler qu'une monnaie est fausse, a été contrefaite. Et donc, nous ne savons pas très bien de fait ce qui s'est réellement passé, mais ce que nous savons maintenant, c'est que le terme grec, l'expression grecque que nous traduisions par falsifier la monnaie, donc parakaratein tonomisma, ça veut dire mettre un autre caractère sur la monnaie pour indiquer qu'elle est fausse. Donc ce que Diogène faisait, c'était de montrer que les valeurs en circulation sont fausses. En effet, c'est beaucoup plus subtil que ce que je présentais. Parce que du coup, c'est le rôle du cynique par excellence, de montrer que ce à quoi on croit n'est qu'une illusion, que ce n'est pas la vérité elle-même. C'est tout à fait ça. Ce qui, du coup, exprime son geste même philosophique, montrer que les valeurs traditionnelles ne sont que des contrefaçons. Voilà, c'est-à-dire le faux monnayeur, ce n'est pas lui, ce sont les autres. Merci beaucoup, Suzanne Husson, d'être venue nous parler de Diogène aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « La République de Diogène, une cité en quête de la nature », qu'on trouve aux éditions Vrin. Et puis je renvoie également à la lecture du magazine littéraire ce mois-ci, qui consacre un dossier au cynisme, dans lequel on peut lire également un article sur Diogène, chien fidèle à lui-même.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient nous parler d'un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Encore aujourd'hui, vous nous parlez d'un livre qui s'inscrit dans la thématique de la subversion. Tout à fait. Pour clore donc cette semaine, cette thématique de la subversion, cap aujourd'hui sur la radicalité, à l'occasion de la parution de Radicalité 20 penseurs vraiment critiques, coordonnés par Cédric Biagini, Guillaume Carnino et Patrick Marcolini aux éditions de l'Échappée. Quand on dit philosophie subversive, ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent. Les penseurs de la French Theory, surtout Foucault, Deleuze ou Derrida, et puis tous leurs héritiers des années 80, désignés par des mots qui commencent souvent par post. Les post-marxistes, les post-modernes, les post-structuralistes, etc. Cette tendance est étonnante, car ces penseurs n'ont rien de radical, rien de subversif. En tout cas, c'est ce qu'affirment Cédric Biagini, Guillaume Carnino et Patrick Marcolini, qui ont coordonné un ouvrage consacré à la pensée radicale et paru aux éditions de l'Échappée. C'est donc d'un étonnement et un peu comme un coup de gueule, celui de ne pas parler des véritables penseurs subversifs, qu'est né l'idée de cet ouvrage qui est une présentation qui se veut simple et pédagogique de 20 penseurs vraiment critiques, comme l'indique le titre. Mais pourquoi ces penseurs sont-ils plus radicaux que d'autres ? Déjà parce qu'ils prennent les choses à la racine, comme l'indique l'étymologie de radical. Ils sont capables d'identifier un mal à sa racine sans hésiter à être polémiques. Et ensuite parce qu'ils sont capables de proposer un traitement approprié. Ils agissent sur les causes profondes des structures et remettent en cause le système globalement, qu'il s'agisse d'économie, de politique, de technologie ou de culture. Alors, qui sont ces 20 penseurs vraiment critiques ? Je ne peux pas tous les citer, mais on peut en évoquer certains. Simone Veil, entre autres, philosophe du syndicalisme révolutionnaire, le cinéaste et écrivain Pasolini, qui voyait la consommation comme un fascisme, ou encore la philosophe Michela Marzano, mais il y a aussi George Orwell, Jacques Ellul, j'en passe. Il y en a donc encore beaucoup d'autres que je vous laisse découvrir. Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques, c'est le titre de l'ouvrage. Aux éditions de l'Échappée. Merci beaucoup Géraldine. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, je recevrai Corinne Pelluchon et Claire Marin pour une émission autour d'un sujet bioéthique. Souffrir ou mourir, faut-il choisir ? D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission d'aujourd'hui. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster pendant 1000 jours afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Twitter et Facebook des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h50. C'est l'heure de retrouver sans plus attendre Martin Kénéen pour Grand Amphi.